Palantir. Renseignements ultra puissants sont utilisés par des forces armées dans le monde entier. Palantir. Si vous avez déjà entendu ce nom, c'est sûrement pour des histoires d'espionnage, de surveillance de masse ou d'affaires policières plus ou moins sombres. Une entreprise détenue par des gens sulfureux qui œuvrent pour un monde de technologie et de surveillance. Le genre de boîte qui fait peur. Et en France, depuis 2015, depuis les attentats du Bataclan, Palantir équipe la DGSI, le renseignement intérieur français. Mais ça va changer. Je veux annoncer que la société française Chaps Vision a été retenue aujourd'hui par la DGSI pour se substituer au géant américain Palantir. Chaps Vision. Personne connaît vraiment ce nom, et pourtant cette boîte elle vient de décrocher le contrat le plus sensible du renseignement français. 350 millions d'euros levés, 1200 salariés. On parle d'une victoire pour la souveraineté française, d'un Palantir européen. Mais quand tu regardes de plus près, c'est pas si simple. La boîte elle perd des dizaines de millions d'euros par an actuellement, et donc la question c'est est-ce qu'on est face à la naissance d'un vrai champion souverain ou un château de cartes construit trop vite ? On est en 1983, Olivier Dellenbach sort de Polytechnique. Il a 22 ans et en France à cette époque, quasiment personne n'a d'ordinateur personnel. Le PC c'est encore un truc de scientifique, un truc un peu de geek. Mais lui ça le passionne et il est intimement convaincu que le PC va tout changer. Que dans 10 ans, il y en aura un sur chaque bureau. Donc il fait un truc un peu fou, avec des amis, il va bricoler un clone d'IBM PC et essayer de le commercialiser. Sauf que le marché, il n'existe simplement pas encore, les entreprises françaises ne savent même pas ce que c'est vraiment et donc personne n'en achète. On avait fait une étude technologique en termes de culture marketing, culture produit. Il y avait vraiment une démarche d'ingénieur un peu stupide. Et je me rappelle d'ailleurs, on avait rencontré, je crois que c'était Schneider, le patron de Schneider, qui à l'époque cherchait justement des gens qui étaient capables de construire des ordinateurs. On était allé le voir, il avait présenté ce qu'on avait fait, c'était objectivement, techniquement bien, quoi. Il nous avait dit, c'est bien ce que vous faites, mais quand même, moi je reviens des États-Unis et il y a un énorme phénomène qui est en train de se passer là-bas. L'IBM PC est en train d'exploser. Vous devriez vraiment regarder, est-ce que ce serait compliqué pour vous pour faire un IBM PC ? Et là, on l'a regardé avec un air très méprisant, on est sorti, on s'est dit quand même, ce type-là, il a plus de 30 ans, c'est vraiment un vieux con, quoi. Il a rien compris. Donc bon, c'était pas le moment. Et pour quand même remplir le frigo, il va partir faire du conseil. Et pendant quelques années, il bosse avec des entreprises et apprend comment ça fonctionne de l'intérieur. Et en 87, il se rend bien compte que les entreprises françaises, là, ils commencent à acheter des PC. Et pas quelques-uns éparpillés, ça commence à être vraiment significatif. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, personne sait quoi en faire. Personne ne sait vraiment les installer, les configurer, les mettre en réseau. Les boîtes, elles achètent du matériel et après elles se débrouillent. Et lui, il va résoudre ça. Il va créer NAT System. C'est pas une start-up qui a pour but de révolutionner le monde, c'est simplement du déploiement de postes de travail. Il installe les PC, il configure les réseaux et il forme des utilisateurs. Et finalement ça marche, NAT System devient le sous-traitant de Microsoft pour la France et pendant 11 ans, ils vont construire et grossir lentement. Mais en 98, il va tenter de s'attaquer au marché américain. Et finalement, sans grand succès et après pas mal de galères, le Canadien Konikes va arriver avec une offre de rachat. Et il finira par vendre la boîte qu'il a construite pendant plus de 10 ans. Il a 43 ans et il a fait son premier cash-out. Un mec normal, arrivé là, il va se poser, il va investir un peu, il va faire un peu de consulting pour faire rentrer un peu d'argent. Mais Olivier, lui, il a déjà un autre projet en tête. On est en pleine bulle internet, tout le monde lève des millions et tout le monde croit que le web va absolument tout révolutionner. Dellenbach va s'associer avec Alexandre Binger et ensemble, ils créent eFront. L'idée, c'est faire un environnement de développement pour les programmeurs, pour aider à développer de nouvelles applications plus rapidement, plus facilement. Mais après plusieurs mois, personne n'en veut. Le produit, il est trop niché. Et en 2000, la bulle internet va éclater. Les investisseurs disparaissent et les clients potentiels ferment petit à petit. Mais l'entreprise, elle existe, elle a encore de l'argent de ses investisseurs, donc il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Et un de leurs investisseurs, la Caisse des dépôts, va leur soumettre un problème. Eux, ils font du private equity, ils investissent dans des entreprises qui sont pas cotées, et ils n'ont aucun outil pour suivre ce qui se passe. Avec nos investisseurs et puis il nous a dit écoutez, si vous n'avez pas d'idée, entre-temps faites quelque chose qui pourrait nous être utile, faites un logiciel pour nous aider à gérer nos investissements. On s'est dit pourquoi pas. Donc on a fait rapidement un proto. Un peu par hasard, notre proto est devenu un produit qui était super attractif et qui était acheté par tous les fonds en France en fait.
eFront pivote et devient un outil pour suivre les investissements. Mais le private equity en 2001 en France, c'est pas énorme. C'est quelques dizaines de fonds, quelques milliards, dizaines de milliards gérés. Le pari il semble absurde. Donc rapidement, ils vont devoir s'internationaliser. Et pendant 18 ans, eFront grignote le marché mondial jusqu'à devenir le leader avec plus de 700 clients et 850 salariés. Et cette lune de miel, elle va s'arrêter quand BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète, décide qu'ils veulent intégrer le suivi du private equity dans leur plateforme Aladdin. Et le seul outil qui fait ça à cette échelle, c'est eFront. Ils vont donc le racheter pour 1,3 milliard de dollars. Olivier a désormais 58 ans, il a vendu 2 boîtes, il est riche et il a plus grand chose à prouver. Sauf qu'en parallèle de la vente, avec sa femme Béatrice, il crée une fondation, HappyCap, pour leur fille Clara. Clara, elle a un handicap mental sévère qui lui empêche de parler. La fondation HappyCap, elle a pour but de développer des outils de communication alternatifs et augmentés, des applications qui permettent aux enfants muets de s'exprimer. Mais une fondation, ça coûte de l'argent, et le monde associatif, c'est compliqué, les dons, les subventions, c'est aléatoire. Et son plan à lui, c'est pas de faire de la philanthropie classique. Son plan, c'est de créer une nouvelle entreprise suffisamment grosse, suffisamment rentable pour que ses dividendes financent HappyCap à vie, sans jamais dépendre de personne. On est en mai 2019, Chap Vision est créé avec une ambition, construire un champion européen de la data, face aux Américains et aux Chinois. Et dès le début, il va faire un choix fort. Il va pas commencer par recruter des ingénieurs et coder un produit, il va directement commencer par racheter des entreprises. Sa cible, c'est ce qu'il appelle des belles endormies. Des éditeurs de logiciels français qui existent depuis 10, 15, parfois 20 ans, des boîtes qui ont une vraie techno, des vrais clients mais qui plafonnent. On va consolider le marché. En fait, on va racheter des entreprises qui ont un peu atteint leur plafond de verre, soit dans leur capacité à exécuter, soit dans leur proposition de valeur. On va les regrouper ensemble. On va amener un petit peu notre savoir-faire en termes d'exécution. En 5 ans, on a fait 25 acquisitions. Elles sont trop petites pour peser à l'international et passer l'échelle d'après. Dans les 18 premiers mois de l'aventure, il va en racheter 4. Du CRM, du marketing digital, du retail, de la cybersécurité. De l'extérieur, on doit bien avouer que ça ressemble à rien. On dirait juste un mec qui rachète des boîtes au hasard sans cohérence visible. Mais lui, il voit le puzzle. Et en 2022, il pose une pièce qui change tout. Devryware, une boîte française d'une centaine de salariés basée en région parisienne. Sa spécialité, c'est la géolocalisation et les traces numériques. Concrètement, quand un juge d'instruction en France veut savoir où se trouve un suspect, c'est Devryware qui peut fournir la réponse. La techno, elle est solide, ils ont des clients fidèles et on peut dire que ça tourne bien. Mais Devryware, elle a un problème. La boîte, elle est structurellement trop petite. Quand les gros appels d'offres étatiques tombent, elle peut pas répondre toute seule. Et c'est là où le rachat, il est pertinent. D'un coup, Chap Vision double de taille. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'ils récupèrent avec. Ils ont désormais un pied dans le monde du renseignement. Des contacts à la DGSI, des processus de certification qui peuvent prendre des années à obtenir. Et ils vont pas s'arrêter à ce rachat. Ils vont encore accélérer. Systran, pour la traduction automatique, un outil utilisé par le ministère des Armées françaises et par des agences de renseignement américaines. Sinequa, un moteur de recherche d'entreprise construit avec de l'IA qui permet de chercher une info dans des millions de documents, des PDF, des emails, des bases de données ou des rapports. Et petit à petit, les pièces du puzzle elles commencent à s'assembler et vont permettre de créer une plateforme, Argon OS. C'est la plateforme qui relie tout. Une seule interface qui prend des données de partout, des images, des vidéos, des relevés bancaires, des messages, des bornages téléphoniques et qui les croise automatiquement. Ces systèmes-là, ils sont capables de collecter, des volumes de données absolument considérables, de l'image, de la vidéo, du son, des documents, etc. Grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, on est capable vraiment d'extraire de ces données très brutes des choses très très fines. On prend une bande son, aujourd'hui on est capable de la convertir en texte, de comprendre les émotions dans ce texte, de comprendre qui parle, etc. Et à la fin, vous avez une espèce de graphe gigantesque de connaissances qui va vous permettre éventuellement de faire, de chercher un signal faible, de faire des corrélations très fines. Vous voulez dire, est-ce que ces deux personnes se connaissent ? Peut-être oui, parce que un jour elles ont été l'une à côté de l'autre dans un avion qui était intéressant et que par ailleurs, comme par hasard, on les a retrouvés au même endroit à un autre endroit et on se dit tiens quand même il y a une corrélation. La probabilité que deux personnes bornent au même endroit ensemble lors de deux événements est très improbable. Donc forcément, c'est des personnes qui sont en relation. Alors, c'est ce genre de choses, c'est des signaux très faibles. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ce logiciel, il peut réellement remplacer le leader mondial du renseignement ?
Est-ce que 30 acquisitions en 5 ans, ça donne un produit cohérent? Il a la plateforme, de l'argent, mais tout ça, ça vaut rien tant qu'il n'a pas battu le boss de fin. Et le boss de fin, c'est Palantir. Le 13 novembre 2015, Paris connaît les attentats du Bataclan, la pire attaque terroriste sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans les semaines qui suivent, la DGSI elle se retrouve face à un problème très concret. Elle croule sous les données. Des écoutes téléphoniques, des relevés d'appels, des messages ou des images de vidéosurveillance. Des fichiers qui sont dans des formats différents, stockés dans des bases de données elles aussi différentes, et là, il faut croiser tout ça. Et la France, à ce moment-là, elle a aucun outil pour le faire. Donc dans l'urgence absolue, la DGSI elle va signer avec l'acteur le plus pertinent à ce moment-là. Et c'est évidemment Palantir. Boîte américaine, cofondée en 2003 par Peter Thiel et Alex Karp, des mecs un tout petit peu controversés de la Silicon Valley. Et le premier client de Palantir, c'est pas une entreprise. C'est simplement la CIA, via Inquitel, son fonds d'investissement qui a pour but de développer des initiatives du genre. Le logiciel, il a été conçu dès le départ pour les services de renseignement américains. Et le problème, c'est que la France dépend désormais d'une entreprise américaine. Une entreprise qui peut du jour au lendemain couper l'accès, changer les conditions ou être contrainte par son propre gouvernement de coopérer. Et donc, dit autrement, les données les plus sensibles de l'État français tournent sur un logiciel que la France ne maîtrise pas. Faut pas être naïf en fait. Bien sûr, c'est nos meilleurs alliés, mais sur beaucoup de sujets, c'est nos premiers concurrents. Et sur beaucoup de sujets régaliens, on peut être complètement désaligné par rapport à leurs intérêts. Or, ils ont ceci de particulier. Tous les services de renseignement américains sont au service de leurs industries. Donc voilà, quand un Airbus utilise un Palantir, sachant quand même que l'acteur américain numéro 1, c'est Boeing, c'est quand même un peu interpellant. Et pendant des années, tout le monde sait ça sans vraiment changer. Et c'est à ce moment précis que l'histoire d'Olivier Dellenbach rejoint celle de l'État français. Début des années 2020, le gouvernement lance un programme, OTDH, Outils de traitement des données hétérogènes. Et derrière ce nom tout petit peu barbare, l'enjeu il est énorme. Il faut trouver une alternative souveraine à Palantir. Un logiciel français ou au minimum européen capable de faire la même chose. Et après plusieurs mois d'évaluation, en 2023, il y a désormais 3 finalistes. Chaps Vision, Blueway et le consortium ATA. ATA, c'est Atos et Thales, deux mastodontes de la défense française. Des milliers de salariés, des décennies de contrats avec l'État, ils sont le favori logique. Mais finalement, à la surprise générale, ils vont être écartés, car ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans les temps. Fin 2024, Chaps Vision remporte le lot 1 du programme OTDH. La DGSI va basculer intégralement sur Argonne OS avec un déploiement prévu sur 18 à 24 mois. Le contrat Palantir reste actif en parallèle le temps de la transition jusqu'en 2028. Après 11 ans de dépendance, la France reprend le contrôle de son outil de renseignement. Et un mois avant, en mai 2026, le BFV allemand, le renseignement intérieur, fait exactement le même choix. Chaps Vision plutôt que Palantir. Deux des plus grands services de renseignement du continent européen tournent le dos à l'Amérique. C'est plus qu'une victoire commerciale, c'est un signal. Un signal géopolitique, l'Europe qui décide enfin de sa souveraineté. Mais il faut un peu tempérer ce que je viens de vous dire. Chaps Vision, comme je vous l'ai dit au début, ils perdent encore de l'argent. Environ 40 millions sur les derniers exercices connus et la migration de la DGSI n'a pas encore eu lieu. Ce grand succès français en est réellement qu'à ses débuts et on ne peut pas vraiment savoir de quoi sera fait la suite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une entreprise, si vous travaillez dans une boîte qui a envie de développer une chaîne YouTube, ça m'intéresse de voir si je peux vous aider. Pour l'instant, j'ai rien à vendre, mais n'hésitez pas à prendre contact. Je vous laisse un petit formulaire dans la description. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit.